je n'irai pas plus loin. En fait, c'est que en lieu et place de la cérémonie protocolaire, puis je pense que de toute façon, on l'aurait fait. Dans le fond, on a décidé d'organiser une conférence virtuelle. Pourquoi? Puisque c'est un type d'activité, une conférence qui, sans être aussi agréable que si on était, par exemple, dans un resto-bar, à pouvoir écouter, à être réunis physiquement puis écouter un conférencier ou une conférencière, reste que le mode virtuel permet malgré tout de profiter de ce type d'activité. Et tout de suite, ben, je vais passer la parole à Michel Breton, que vous connaissez tous évidemment, et qui est un peu l'initiateur de cette activité. C'est-à-dire que un moment donné, il m'a appelé, on a été manger, puis il me parlait des projets qu'il avait le goût de mettre en œuvre, puis à quel point la Société nationale pouvait être un partenaire dans la mise en œuvre de ce projet-là. Eh bien, on y est aujourd'hui avec une conférence de M. André Binette, un grand constitutionnaliste québécois que j'ai eu le bonheur de croiser dans une autre vie. Alors, je m'arrête ici. Michel, la parole est à toi. Merci beaucoup, Étienne Alexis. C'est vraiment gentil de nous recevoir dans votre production. C'est vraiment agréable d'arriver à du concret aujourd'hui puis de faire une conférence sur l'abolition de la monarchie et le plaidoyer en faveur d'un Québec indépendant. Vous avez fait un travail de promotion exceptionnel. Puis je vous remercie de votre collaboration et de la production que vous allez faire de cette activité. Donc, j'ai eu le plaisir de partager un café avant la pandémie avec Maître Binette et on a été obligé de faire comme tout le monde, de tenir ça à distance depuis. On s'est écrit à multiples reprises des conversations. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre éminent conférencier et constitutionnaliste. Il a exercé le droit pendant plus de 30 ans. André Binette a été conseiller juridique principal de l'équipe de fonctionnaires chargée de négocier au nom du Québec dans l'éventualité d'un oui lors du référendum 95. Il fut aussi le principal rédacteur du mémoire et de la plaidoirie des Amis de la Cour ou de l'amicus curiae dans le jargon du droit en faveur de l'indépendance du Québec devant la Cour suprême en 98. Je vous mets un petit peu dans le contexte. C'est l'avis de la Cour suprême a été demandé par Jean Chrétien concernant la fameuse loi sur la clarté de Stéphane Dion. Donc, les intérêts du Québec ont été défendus par, entre autres, Maître Binette. Vous avez contribué, Maître Binette, à la prise de conscience du peuple québécois à son indépendance par divers écrits. Et plaidoyer pour un Québec indépendant, l'abolition de la monarchie, référendum 95. Mais on aimerait aujourd'hui toucher la suite. Donc, la suite, c'est quoi après 2 référendums? Que nous manque-t-il pour la suite au Québec? Une voie de passage? Alors, l'abolition de la monarchie ferait-elle partie de la voie de passage avant le 3e référendum sur l'indépendance du Québec? Comment s'y retrouver? Donc, on peut penser que ça débute par une constitution. On verra, selon votre conférence. Vous avez écrit en février 2021, la monarchie est l'une des cordes sensibles de l'inconscient collectif des Québécois. Vous avez également écrit en mars 2021, le gouvernement du Québec devra accepter une réalité évidente. La monarchie britannique est une institution en déclin et il devra probablement gérer son abolition au Québec, s'il est réélu, on parle de la CAQ naturellement. Cette abolition est voulue par 75 % des Québécois, dont plus de 80 % des francophones. La volonté du peuple québécois ne peut pas être plus claire. La conférence d'aujourd'hui de M. Binette nous mettra dans le cœur du début de quelque chose. M. Binette, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Alors, je suis particulièrement heureux de commencer l'année avec vous en parlant d'un sujet qui me tient à cœur. Et je parle donc un peu des 2 citations qui viennent d'être lues. Particulièrement la première, la monarchie fait partie donc est une corde sensible de l'inconscient collectif des Québécois, ce qui veut dire que spontanément, on veut tous abolir la monarchie au Québec. C'est un consensus évident.
qui s'étend donc, comme on l'a dit, à 3/4 des Québécois, donc plus de 80% des francophones. Si on n'en a pas parlé ouvertement dans le passé, c'est que l'idée d'abolir la monarchie était étroitement associée à l'idée de l'accession à la souveraineté, mais il était évident qu'une fois souverain, nous allions abolir la monarchie. Il y avait un débat à la question de savoir si on pouvait ou non demeurer dans le Commonwealth, si c'était ou non une bonne chose. On peut demeurer dans le Commonwealth même si on abolit la monarchie, ça c'est clair, parce que maintenant 2/3 des 50 États membres du Commonwealth sont des républiques qui ont déjà aboli la monarchie. Alors, si ça fait notre affaire, si ça nous intéresse, on peut continuer à faire partie du Commonwealth, qui est un club diplomatique international intéressant. Mais jusqu'ici, donc, on confondait l'abolition de la monarchie et le passage à la souveraineté. On ne sentait pas vraiment le besoin de réfléchir spécifiquement sur l'abolition de la monarchie, parce que l'un incluait l'autre. Alors, il y a 2 raisons maintenant pour lesquelles je me suis penché plus spécialement sur la question de la monarchie. Premièrement, parce qu'elle pourrait se poser avant l'accession à la souveraineté, dans les toutes prochaines années, étant donné qu'on approche de la fin du règne d'Élisabeth II, et que la question va se poser non seulement au Canada, mais dans plusieurs autres pays qui ont conservé la monarchie jusqu'ici. Et deuxièmement, parce que je crois aussi que la question de la monarchie fait tellement consensus au Québec que ça peut être une clé pour relancer l'option souverainiste en général. Pas la seule, mais l'une des clés possibles qui pourrait nous amener à une 3e chance, qui j'espère sera la bonne, de réaliser la souveraineté du Québec. Alors ça, c'était mon introduction. M. Boucher, Étienne Alexis m'a fait grand plaisir tantôt en me disant que j'avais 40 minutes pour vous parler. D'habitude, j'ai moins que ça. Alors, pour moi, c'est un luxe, 40 minutes, mais en même temps, je veux bien utiliser le temps qu'on a devant nous. Donc, comme je suis constitutionnaliste et que pour être un bon constitutionnaliste, il faut s'intéresser un peu à l'histoire, et surtout quand on veut comprendre une institution aussi ancienne que la monarchie. Alors, je vais commencer par des explications historiques pendant de 5 à 10 minutes. Je pense que ça va vous intéresser parce que je pense que j'ai une approche qu'on n'entend pas généralement. Et moi, le plus beau compliment que j'ai entendu quand j'étais chargé de cours à l'Université de Montréal, c'est « Monsieur, on sent votre passion ». Alors, j'espère que vous sentirez encore ma passion aujourd'hui, que je pense ça comme une histoire à raconter et j'espère que ça va vous faire plaisir de l'entendre. Je surprends toujours un peu mes interlocuteurs avec certaines affirmations. Je vais peut-être vous surprendre en vous disant que moi, je ne veux pas vous parler de notre monarchie, je vais vous parler de nos monarchies. Alors, pourquoi le pluriel? Parce qu'on a toujours vécu sous la monarchie au Québec, d'abord sous la monarchie française, qui nous a marqués, et la monarchie britannique, bien évidemment. Mais cette monarchie britannique-là, elle a considérablement évolué jusqu'au point, comme on l'a dit tantôt, nous approchons de son déclin. Alors, je vais vous parler brièvement de la monarchie française parce que ça demeure pertinent. Ce n'est pas seulement des discussions abstraites sur le plan historique. D'abord, au moment où Jacques Cartier est venu, il a été envoyé par un roi, un des grands rois de France, François Ier, à l'époque où le roi de France était encore un roi, je dirais un maître absolu. C'était une monarchie absolue en France, c'est-à-dire que le roi, essentiellement, sa volonté prédominait en tout. C'est relatif, bien sûr, il y avait des contre-pouvoirs, il y avait des ministres importants, il y avait une aristocratie importante, il y avait les pouvoirs de l'Église catholique, mais essentiellement, il y avait même des parlements en France, mais des parlements régionaux qui n'étaient pas un parlement national comme on avait en Angleterre. Donc, essentiellement, François Ier, qui était un des rois les plus marquants de l'histoire de France, a vécu une période de prise de conscience de l'existence non seulement de l'Amérique, avec le voyage de Christophe Colomb en 1492, mais du fait que les Européens étaient suffisamment avancés sur le plan technologique pour dominer la planète entière et pour coloniser tous les continents. Alors, c'est l'époque, là, on parle de 1534, début du 16e siècle, où 4 ou 5 États européens essentiellement se sont livrés une concurrence pour s'approprier le reste de la planète. Alors,
On parle des Français, des Britanniques. Les plus puissants à l'époque étaient les Espagnols et qui sont accaparés essentiellement toute l'Amérique latine d'aujourd'hui. Les premiers à partir conquérir le monde, en fait, c'était les Portugais qui non seulement qui ont occupé les deux rives de l'Atlantique Sud, le Brésil d'un côté, l'Afrique de l'autre, et qui se sont rendus jusqu'en Asie, en Inde, en Chine, au Japon, dans ce coin-là, et les Hollandais aussi. Donc, on a essentiellement 5 empires coloniaux qui se faisaient une rivalité. Et dans 4 de ces 5-là, la Hollande est un cas particulier. C'était des rois absolus qui qui prenaient les décisions et qui lançaient les découvreurs, ce qu'on appelle les découvreurs, ce que les Autochtones appellent plutôt des envahisseurs, évidemment. Alors, de 1534, Jacques Cartier faisait partie de ces décisions-là, prises par un roi de France, en rivalité avec d'autres rois, Henri VIII en Angleterre, Charles Quint en Espagne, le roi du Portugal, et puis c'était un prince en Hollande. Donc, ces gens-là étaient tous dans une course effrénée pour coloniser la planète. Bon. Alors, c'est une décision prise par un roi. Dans le cas de la France, il y a eu, après Jacques Cartier, un intervalle d'environ 75 ans où il y a eu des guerres de religion terribles en France qui ont déchiré le pays, ce qui fait que la colonisation n'a pas eu lieu finalement pendant cette période-là. Ça, on s'est borné à des expéditions de pêche. Puis après ça, il y a eu un autre grand roi, Henri IV. Henri IV, à la fin du 16e siècle, le seul roi protestant de France, qui a pris le trône alors qu'il était protestant, qui s'est converti à la religion catholique par la suite. En fait, il s'est converti 6 fois dans les guerres de religion. 3 fois, il a été protestant, 3 fois, il a été catholique. Et son dicton le plus célèbre, sa citation la plus célèbre, c'est « Paris vaut bien une messe ». Ça veut dire, pour entrer dans Paris, il fallait que je redevienne catholique. Alors, donc, on peut dire que c'est opportuniste, mais il a quand même réussi à mettre fin aux guerres de religion. Et dans le sud-ouest de la France, il y avait des gens, 3 personnalités remarquables qui ont émergé à ce moment-là du contexte de guerre de religion. On parle autour de l'an 1600, qui se sont distingués par, je dirais, leur intelligence politique, leur sagesse, leur tolérance religieuse. Henri IV lui-même, Montaigne, le grand philosophe que j'admire, et troisièmement, un personnage qu'on connaît bien, Samuel de Champlain. Samuel de Champlain a commencé sa carrière politique d'explorateur d'abord dans les Antilles où il a vu les affreux effets du colonialisme espagnol. Ensuite, il avait participé à des guerres contre les Anglais en France même, à La Rochelle, pendant les guerres de religion. Donc, il était un petit peu horrifié par les guerres, mais en même temps, c'était un visionnaire, un géographe remarquable, un explorateur. Il a été envoyé personnellement par Henri IV, un autre grand roi de France, pour coloniser la Nouvelle-France. Il y avait un accès remarquable au roi de France, à tel point que certains historiens croient que c'était peut-être son fils naturel. On sait qu'Henri IV était le vert galant, avait plusieurs aventures avec les dames, les jolies dames, et qu'il a laissé plusieurs enfants en France, donc illégitimes, dont peut-être Samuel de Champlain, mais ça, c'est pas prouvé. Alors, mais ce qui est prouvé, c'est que Samuel de Champlain, lorsqu'il retournait en France, avait un accès direct au roi de France et il pouvait lui parler directement quand il le voulait. Alors, donc, intervention d'un deuxième grand roi de France. Et là, nous avons, puisque là, la colonisation s'est implantée de façon permanente, nous avons plusieurs rois de France qui ont gouverné la Nouvelle-France. Louis XIII, dont le principal ministre était Richelieu, qui a donné son nom à la rivière du même nom. Ensuite, nous avons Louis XIV, évidemment, qui a régné plus de 60 ans et dont le grand ministre était Colbert. Et Colbert, lui, d'un côté, organisait la traite des fourrures ici en Nouvelle-France, d'un côté, organisait la traite des esclaves dans les Antilles. Alors, ça faisait partie d'une vision impériale française, ces deux aspects. Et vous vous souvenez que le général de Gaulle, peut-être, vous vous souviendrez que lorsqu'il est venu au Québec en 1967, il est venu sur un navire de guerre français qui s'appelait le Colbert. Donc, il rappelait, le général de Gaulle maniait beaucoup les symboles politiques, les symboles historiques, donc il rappelait la grandeur de la France à l'époque de Louis XIV, Colbert étant le ministre de la colonisation. Ensuite, après Louis XIV, son successeur n'était pas son fils, mais son arrière-petit-fils, qui a été Louis XV, et après un intervalle. Et donc, Louis XV, mais malheureusement, est celui qui a perdu la Nouvelle-France.
Et après, il y a eu un autre dernier roi en France qui s'appelait Louis XVI, évidemment, qui a été renversé et décapité par la Révolution française environ 25 ans après la conquête. Donc, nous avons une série de rois de France, comme nos ancêtres ont vécu sous la monarchie absolue française, relativement absolue, et alors que nous sommes passés en 1760 à une autre monarchie, la monarchie britannique. Il y a des différences intéressantes entre les deux. Comme je vous l'ai dit tantôt, il y avait seulement des parlements régionaux en France, alors qu'en Angleterre, il y avait déjà un parlement national bien implanté au moment de la conquête. En plus, le roi de France, comme je l'ai dit, était relativement absolu. Il assistait donc aux réunions de son Conseil des ministres jusqu'à Louis XVI. On dit que Louis XVI s'endormait parfois pendant les réunions, mais il participait aux décisions. Et alors que le roi d'Angleterre, lui, ne participait plus en 1760 au Conseil des ministres depuis une cinquantaine d'années. Donc, il avait cédé le pouvoir à un gouvernement formé de députés. Évidemment, la monarchie britannique était moins absolue, même qu'on pourrait déjà dire qu'elle était constitutionnelle à ce moment-là. Alors, que veut dire une monarchie constitutionnelle? Ça veut dire une monarchie qui n'est pas absolue, qui est soumise à une constitution, qui est soumise au pouvoir des élus du peuple. Donc, ce processus-là, qui a été très long et qui s'est étiré sur plusieurs siècles en Angleterre, qui n'était pas complété en 1760, mais qui était bien avancé, plus avancé qu'en France, a donné lieu à, je dirais, à une monarchie plus faible, si on veut, que la monarchie française, moins autoritaire, moins forte sur le plan politique. Donc, déjà en 1760, en Angleterre, le réel détenteur du pouvoir, ce n'était pas le roi, c'était le premier ministre et son gouvernement. Là où le roi jouait encore un rôle très important, c'est que ce n'était pas des élections qui élisaient un gouvernement. Il y avait des élections, mais c'était seulement pour élire des députés. Alors, c'est encore le roi qui choisissait le premier ministre et les ministres en Angleterre jusqu'au début, jusque vers 1830 environ, juste avant la révolte des Patriotes. Alors, donc, le roi pouvait imposer un gouvernement à la Chambre des communes en Angleterre jusque vers 1830. C'était son rôle politique essentiellement, mais les décisions se prenaient par le gouvernement une fois élu. Donc, on avait ce qu'on appelle une très longue évolution dans l'histoire britannique qui n'a pas existé dans l'histoire française, en tout cas certainement pas dans la même mesure, qui date en fait depuis 1215, à l'époque où la Magna Carta, en droit constitutionnel, c'est fondamental. C'est la première fois que les aristocrates britanniques ont réussi à limiter le pouvoir du roi, le roi Jean, qu'on appelait le roi Jean sans terre, parce qu'il était plus faible, dans le fond, que l'Assemblée des nobles, et qui ont dit, les nobles lui ont imposé certaines règles de droit pour la première fois pour limiter son pouvoir. Entre autres, de ne pas pouvoir envoyer un noble en prison sans un procès équitable. Alors, des règles se sont progressivement renforcées au cours de plusieurs siècles. Alors, donc, rendu en 1760, on passe d'une monarchie relativement absolue à une monarchie qui commençait à être de plus en plus limitée par la Constitution britannique, qui n'est pas écrite, mais qui s'imposait dans les faits. Et le point tournant, en fait, datait d'un peu plus d'avant la conquête, de 1688. C'est là que définitivement, après beaucoup de luttes internes, même d'une guerre civile en Angleterre, le Parlement a pris le dessus sur le roi. Donc, ce qu'on appelle la glorieuse révolution en Angleterre, où, par exemple, le roi ne pouvait rien faire ne pouvait avoir aucun budget sans l'approbation du Parlement pour quoi que ce soit, y compris lancer des guerres comme la guerre de 7 ans pour conquérir la Nouvelle-France. Et d'ailleurs, cette guerre-là a été menée par le premier ministre britannique, par le gouvernement britannique et non pas par le roi personnellement. Donc on passe d'un régime constitutionnel à un autre, deux monarchies, mais deux monarchies assez différentes. Et où le Parlement français jouait un rôle négligeable, secondaire. Il existait, mais il n'avait pas du tout le pouvoir du Parlement britannique. Et où il n'y avait pas d'élection nationale au moment de la conquête en France, comme il y en avait déjà au Royaume-Uni. Alors, que je vous ai dit, donc, la prochaine étape, début des années 1830, où le roi perd tout pouvoir politique essentiellement. La reine Victoria monte sur le trône en 1837, au même moment que la révolte des Patriotes, à l'âge de 18 ans.
et c'est la première souveraine qui n'a aucun pouvoir politique. Donc, elle a une influence, si on veut, politique. Si elle n'est pas d'accord avec, si elle n'aime pas ce qu'un gouvernement fait, elle peut le dire publiquement, puis dans au moins un cas, elle a réussi à renverser un gouvernement qui lui déplaisait, mais légalement, elle n'avait plus aucun pouvoir politique. Donc, son règne a été très long, ce qui fait que quand on arrive à 1867, l'année de la création du Canada, on a définitivement donc un roi qui n'est plus un roi, qui ne détient plus aucun pouvoir politique, une reine, en fait, la reine Victoria, et nous avons donc définitivement une monarchie constitutionnelle. En 1867 même, la même année, il y a un ouvrage publié par un journaliste britannique qui s'appelle la Constitution britannique, qui est un ouvrage classique et qui explique tout cela, qui dit que, dans le fond, la monarchie, c'est du théâtre. Il le dit déjà en 1867. La monarchie, c'est une grande pièce de théâtre qui est destinée à légitimer le pouvoir politique et à détourner l'attention des réalités politiques. Donc, c'était la situation en 1867 au moment de la création du Canada. C'est toujours la situation aujourd'hui au Royaume-Uni. Alors, 1867, c'est donc l'époque de la création du Canada, mais ce n'est pas la création d'un pays indépendant, comme vous le savez, c'est la création d'une colonie autonome qui s'autogouverne sur presque tous les plans, mais pas dans les plus grands domaines comme les guerres ou les traités ou les relations internationales. Ça a pris plusieurs années encore avant que le Canada obtienne ces pouvoirs-là. Mais donc, en 1867, l'armée britannique occupait toujours le Québec, était toujours présente à la citadelle de Québec, par exemple. Et d'ailleurs, l'armée canadienne a été créée après le départ de l'armée britannique vers 1880. La première opération de l'armée canadienne, ça a été de combattre Louis Riel. Alors, donc, mais légalement, nous faisions toujours partie non seulement d'un empire, mais légalement, le Canada n'était pas un pays souverain avant 1931. Alors, pour illustrer, et toutes les décisions donc, qui étaient faites au nom du roi, toutes les décisions prises à Ottawa étaient faites au nom du roi, qui était représenté par un gouverneur général qui avait une réelle influence politique sur le gouvernement canadien à l'époque. C'était un peu la police de l'Empire sur le gouvernement canadien pour pas qu'il aille trop loin dans son autonomie. Alors, c'est ainsi que les choses ont fonctionné jusqu'en 1931, lorsque le Canada est devenu indépendant. Et donc, à ce moment-là, il y avait un empire, un roi pour tout l'empire, et donc un seul royaume, dans le fond, unique sur le plan juridique. Et nous étions tous, nos ancêtres étaient tous, depuis 1760, des sujets du roi ou de la reine britannique. Et d'ailleurs, la citoyenneté canadienne n'a été créée qu'en 1947. Ça veut dire que nos grands-parents étaient des sujets britanniques, n'étaient pas des citoyens canadiens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1931? La question de la monarchie était très, très discutée là, au moment de l'indépendance du Canada. D'ailleurs, il y a eu plusieurs années, une dizaine d'années de négociations constitutionnelles avec l'Angleterre et même entre le fédéral et les provinces avant l'indépendance. Et on a beaucoup parlé de la monarchie en 1931. Donc, le statut de Westminster qui consacre l'indépendance du Canada dit bien qu'on conserve la monarchie, que la monarchie demeure, les règles principales sur la monarchie demeurent, puis qu'il n'est pas question de jouer avec ça, même si on est indépendant. Alors, autrement dit, les règles doivent être uniformes dans tout l'Empire britannique, même si le Canada devient indépendant. Ça, c'est le statut de Westminster qui dit ça, la loi britannique de 1931, qui reconnaît l'indépendance du Canada et de d'autres pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, même Terre-Neuve à l'époque pouvait devenir indépendante en vertu du statut de Westminster, mais ne s'est pas prévalu de cette possibilité. Alors, donc, mais on n'a pas tiré pleinement les conséquences. La conséquence logique, là, c'était qu'il n'y avait plus un seul royaume, il y avait plusieurs royaumes, mais il y a eu un flou là, juridique pendant plusieurs années. La Deuxième Guerre mondiale est arrivée. Et après cela, après la Deuxième Guerre mondiale, là, les discussions constitutionnelles ont repris pour concrétiser davantage l'indépendance du Canada. Premièrement, en 1949, on a aboli le plus haut tribunal de l'Empire, le Conseil privé, pour faire de la Cour suprême le plus haut tribunal au Canada. Et est arrivé en 1952 le décès du père de la reine, qui a été l'occasion, en 1953, d'une remise à jour des règles entourant la monarchie.
à l'initiative du Canada en grande partie du premier ministre fédéral Louis Saint-Laurent. Et là, donc, là, on a tiré les conséquences de l'indépendance du Canada, c'est-à-dire pour la première fois, tous les pays du Commonwealth ensemble, là, on n'appelait plus ça un empire, on appelait ça le Commonwealth, ça veut dire une relation plus égalitaire entre l'Angleterre et les autres pays. Donc, là, pour dire, non, non, là, on n'a plus une monarchie, on n'a plus une couronne, on a plusieurs couronnes. Chaque pays membre du Commonwealth a sa propre couronne et chaque pays membre du Commonwealth, c'est une conséquence logique de l'indépendance de 1931, devient une monarchie distincte. Alors, il y a autant de couronnes, autant de monarchies que d'États indépendants dans le Commonwealth. Et là, le nombre d'États indépendants, d'ailleurs, augmentait beaucoup dans le Commonwealth parce que toutes les colonies africaines, de l'Asie, des anciennes colonies britanniques devenaient indépendantes. Alors, donc, à partir de ce moment-là, la reine a reçu des nouveaux titres, reine du Canada par une loi fédérale. C'est la première fois qu'un roi et une reine britannique recevaient ce titre-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait un royaume distinct, créé par une loi canadienne en accord avec le Parlement britannique, qui disait « Le Canada, c'est un royaume distinct. Alors, on ne vit plus dans le royaume britannique, on vit dans le royaume du Canada. » Et même chose pour le royaume de l'Australie, le royaume de Nouvelle-Zélande, le royaume de la Jamaïque, le royaume des Bahamas. Donc, il y avait autant de monarchies distinctes que de pays membres du Commonwealth indépendants, sauf que tous ces trônes-là, toutes ces monarchies-là étaient occupées par la même personne. Alors, une personne, c'est comme Dieu en trois personnes, la Sainte Trinité. Alors là, on a une reine qui occupe de multiples trônes à la fois. Mais parallèlement à cela, il y avait un mouvement à l'intérieur du Commonwealth dès le départ pour qu'il y ait des républiques à l'intérieur du Commonwealth. Et là, l'Angleterre, le roi George VI, là, à ce moment-là, qui est le père d'Élisabeth II, ne voulait pas entendre parler de ça. Lui, il disait, non, non, c'est assez qu'on vous reconnaisse comme des pays égaux à l'Angleterre, c'est assez qu'on crée des royaumes distincts, mais il n'est pas question d'avoir des républiques dans le Commonwealth. Moi, je veux être chef d'État de tous les pays membres du Commonwealth. Alors, au départ, à la fin des années 40, là, il y a deux pays qui auraient voulu être membres du Commonwealth qui ont été exclus parce qu'ils voulaient aussi être des républiques. L'Irlande et le Myanmar, anciennement la Birmanie, deux anciennes colonies britanniques, ont été exclus. Vous voulez être une république? Non, c'est pas possible. Alors, donc, c'est pour ça que l'Irlande n'est pas membre du Commonwealth aujourd'hui. Et donc, mais l'Angleterre était obligée de réviser sa position très, très rapidement parce qu'il y a un autre pays qui est devenu indépendant auquel l'Angleterre tenait comme à la prunelle de ses yeux, c'est l'Inde. L'Inde était la colonie la plus précieuse, la plus rentable. Le thé britannique venait de l'Inde. Alors, c'était le pays essentiel à la fois dans l'Empire britannique et dans le Commonwealth. Et l'Inde est devenue indépendante en 1947, puis à la grande surprise, la grande consternation du gouvernement britannique, convoque une assemblée constituante 3 ans plus tard, en 1950, qui décide de devenir une république. Alors, l'Inde devient une république et impose à l'Angleterre d'accepter que les républiques fassent partie du Commonwealth. Donc, parce que pour l'Angleterre, c'est impossible de se passer de l'Inde. Mais il était trop tard pour l'Irlande et la Birmanie qui, essentiellement, ne voulaient plus revenir à ce moment-là. Alors, donc là, l'Inde a créé un précédent majeur. On pouvait être une république dans l'intérieur du Commonwealth. Alors, que devenait la reine à ce moment-là, ou le roi? Bien là, on lui a inventé un nouveau titre, chef du Commonwealth. En plus, cette fonction-là n'était pas héréditaire. Donc, on pouvait imaginer qu'un futur président de l'Inde ou un futur premier ministre du Canada devienne chef du Commonwealth. Mais ce n'est pas encore arrivé. Et donc, la reine Élisabeth II ne porte plus le titre d'impératrice de l'Inde qui avait été donné à la reine Victoria jusqu'à son père, George VI. Elle porte le titre de chef du Commonwealth. Et on l'a promis, les premiers ministres du Commonwealth se sont réunis il y a 2 ans pour le promettre au prince Charles. Mais ça n'allait pas de soi que ça irait au prince Charles parce que ce n'est pas héréditaire. Il a fallu une décision politique du Commonwealth pour dire, OK, on va le donner à Charles, mais ça ne veut pas dire que William va l'avoir plus tard, le titre de chef du Commonwealth. Alors, donc, et là, ce qui est arrivé, c'est, comme je vous ai dit tantôt, une vague de décolonisation des dizaines de pays d'Afrique, anciennement des colonies britanniques,
dans les Antilles, en Asie, le Sri Lanka, la Birmanie, plusieurs autres, sont devenus membres du Commonwealth et ne voulaient pas entendre parler de la monarchie dans leur constitution interne. Alors, ils voulaient se prévaloir tous du précédent créé par l'Inde, ce qui fait que graduellement, les républiques sont devenues majoritaires au sein du Commonwealth. Donc, c'est comme je vous le disais tantôt, on peut très, très bien être une république et d'être membre du Commonwealth à cause du précédent que l'Inde a créé en 1950 par une assemblée constituante 3 ans après l'indépendance, après l'accession à l'indépendance. Donc l'Angleterre est obligée de reculer sur ce plan-là. Et aujourd'hui, à l'intérieur du Commonwealth, donc on a 54 pays, et puis il y en avait 16 encore qui étaient des monarchies constitutionnelles, qui reconnaissaient la reine comme chef d'État. Mais on vient de tomber à 15 avec la Barbade, qui vient d'abolir la monarchie tout en demeurant membre du Commonwealth. Et la reine en a vu d'autres, évidemment, dans son long règne. Elle va célébrer 70 ans de règne là, en 2022, cette année. Donc, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive qu'on abolisse la monarchie, mais elle demeure chef du Commonwealth quand même. Et donc, elle demeure encore en contact avec tous ces pays-là. Elle travaille avec le secrétaire général du Commonwealth, dont le bureau se trouve à Londres. Et c'est un chapeau complètement différent de celui de chef d'État du Royaume-Uni, chef d'État de l'Australie, chef d'État du Canada. Donc, la reine joue un rôle diplomatique, parfois inconnu, dans le Commonwealth. Maintenant, donc, on est dans un mode où la monarchie décline même à l'intérieur du Commonwealth. On est dans cette situation-là où la monarchie a décliné. Elle était, lorsque le Commonwealth, lorsqu'on est passé de l'Empire au Commonwealth à la fin des années 40, tous les États membres du Commonwealth étaient des monarchies. Aujourd'hui, ils ne représentent même pas le tiers des États membres du Commonwealth. Et maintenant, on annonce qu'à la fin du règne d'Élisabeth II, ça va décliner encore, puis peut-être beaucoup. L'Australie a tenu un référendum sur la monarchie en 1999. Ça a passé proche, mais ça a échoué 55-45. Mais là, ils veulent tenir un autre référendum tout de suite après le départ d'Élisabeth II, la fin du règne, que ce soit par l'abdication ou le décès. La Nouvelle-Zélande va sûrement suivre. Et là, je lis en ce moment qu'après l'exemple de la Barbade cette année, il y a un groupe de petits micro-États dans les Antilles qui vont faire la même chose, une demi-douzaine. Alors, il y en a là-dedans qu'on connaît, il y en a qu'on ne connaît même pas. Les plus connus sont la Jamaïque, les Bahamas, mais il y en a de tout petits micro-États également, les petites îles qui sont des colonies britanniques. Donc, on est à 15 et ce nombre-là va définitivement baisser dans les années qui vont suivre, la fin toute proche du règne d'Élisabeth II. La question est de savoir ce que fera le Canada lorsqu'il verra qu'il est de plus en plus isolé. On va passer de 15 à 10 ou de 15 à 8, et puis peut-être moins encore. Est-ce que le Canada tient absolument à être le dernier à abolir la monarchie aux côtés du Royaume-Uni? Donc, lorsqu'on parle de l'abolition de la monarchie au Québec, moi, j'ai deux réflexes en tant que juriste. Évidemment, bien connaître les règles de droit, bien connaître l'histoire, donc je vous ai parlé de l'évolution historique, mais aussi bien connaître le contexte international parce que c'est la seule monarchie multinationale au monde. C'est la seule qui occupe, donc qui est au sommet de l'État de plusieurs pays différents, de plusieurs États différents. Donc, il faut tenir compte du contexte international. Et donc, mais un contexte international limité au royaume à l'intérieur du Commonwealth. Alors, on va bientôt arriver au point où le Canada va se poser sérieusement la question. Pour les Québécois, c'est une évidence. Bon, ça va de soi. Maintenant, comme j'ai dit tantôt, ça se peut que la question de la monarchie se pose avant qu'on se pose à nouveau la question de la souveraineté du Québec. Alors, quoi faire? Est-ce qu'on veut participer à ce mouvement canadien-là, possiblement d'abolition de la monarchie? Est-ce qu'on veut l'accélérer? Est-ce qu'on veut pousser le Canada dans cette direction au Québec? Ou est-ce qu'on veut simplement attendre que ça se fasse à la demande du Canada anglais? Parce que l'autre fait nouveau, l'autre fait très, très important, c'est l'évolution de l'opinion publique au Canada anglais. Il y a 20 ans encore, on ne voyait pas le jour où
il y aurait une majorité de citoyens du Canada anglais qui seraient en faveur de l'abolition de la monarchie. Mais un des effets imprévus du multiculturalisme et de la vague d'immigrants qui arrivent au Canada chaque jour, c'est que ces gens-là ne sont pas attachés à la monarchie britannique. Alors, plusieurs d'entre eux, d'ailleurs, ont vécu l'indépendance de leur pays et la libération de leur pays contre la monarchie britannique. Donc, des gens qui arrivent d'Afrique, par exemple. Donc, plusieurs d'entre eux, ou même de l'Inde, des gens qui arrivent de l'Inde. Donc, plusieurs d'entre eux considèrent que leur ancien pays qu'ils viennent de quitter a fait le pas d'abolir la monarchie et que le Canada devrait en faire autant et qu'ils n'ont aucune affection pour, comme les Canadiens anglais de souche anglo-saxonne l'avaient, pour la monarchie britannique. Ce qui fait qu'on a une montée graduelle. C'est lent, mais c'est relativement rapide sur le plan historique. Depuis 20 ans, là, on dépasse nettement les 40 % d'appui à l'extérieur du Québec pour l'abolition de la monarchie. Puis je dirais qu'on approche les 45 %, puis si la tendance se maintient, en 2030, on va avoir une majorité d'appui à l'extérieur du Québec. Ce qui fait que quand on fait des sondages maintenant pan-canadiens, au Québec, je vous ai donné le résultat tantôt, c'est 75 à 80 %. Mais quand on fait des résultats des sondages pan-canadiens, le résultat maintenant est majoritaire à cause du Québec, conjugué au fait qu'on a un plancher de 40 % et plus, 42, 43 au Canada anglais. Alors, ce qui fait que maintenant, Globe and Mail, aux surprises, s'interroge sérieusement sur la pertinence de maintenir la monarchie. Le sujet était un grand tabou au Canada anglais jusqu'à l'an 2000. Maintenant, au contraire, les élites, entre guillemets, canadiennes, politiques et intellectuelles, osent se poser la question. Alors, ce qui fait que ce n'est plus tabou d'en parler au Canada anglais. Et il est clair que le décès ou la fin de règne d'Élisabeth II sera un accélérateur. Comme il y a eu une grande mise au point sur les règles juridiques entourant la monarchie en 1953 au moment du couronnement d'Élisabeth II, là, il y en aura une autre grande mise au point. Si ce n'est pas une mise au point consensuelle avec l'Angleterre, bien, ce sera des mises au point individuelles parce que l'Australie va abolir, la Nouvelle-Zélande probablement, et les pays des Antilles. Alors, autrement dit, ça peut se faire en pièces détachées, mais il va rester seulement quelques joueurs autour de la table et de plus en plus, les républiques seront une majorité écrasante, seront 3/4 ou 80 % des membres du Commonwealth. Alors que faire ici? Dans le fond, quand on est souverainiste québécois, il y a deux approches, dans le fond. Mais pour bien comprendre ces deux approches-là, il faut bien comprendre les règles actuelles sur la monarchie. Et ces règles-là font partie de la loi constitutionnelle de 1982. Avant 1982, c'était seulement le Parlement britannique qui voulait abolir la monarchie au Canada. On pouvait dire que, suivant des conventions constitutionnelles, il ne le ferait que si à la demande du Parlement canadien, mais enfin, ce sont les anciennes règles. Aujourd'hui, les règles sont plus claires et il se trouve que c'est lié à la nuit des longs couteaux. C'est curieux, là, c'est un autre paradoxe qui va vous étonner, là. Mais il se trouve que, vous savez que dans les négociations constitutionnelles menant au rapatriement de la Constitution, il y avait au départ une alliance de René Lévesque avec d'autres provinces, la majorité des provinces canadiennes contre le projet de constitution de rapatriement de Pierre-Éliott Trudeau. Il y avait seulement 2 provinces au départ en 1980-81 qui appuyaient le fédéral, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Le gouvernement Lévesque avait réussi à faire une alliance avec 7 autres provinces, donc 8 provinces sur 10 qui s'opposaient au rapatriement unilatéral de la Constitution. Alors, ce qui était dans ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux en novembre 81, c'est la nuit où les autres provinces ont lâché le Québec pour négocier leur entente séparée, les sept autres, là, avec le Canada anglais, parce que la Cour suprême avait dit c'est pas nécessaire d'avoir l'appui du Québec, mais ça prend une majorité substantielle de provinces, donc une grosse majorité. Et là, Pierre Trudeau avait un problème. Il fallait qu'il détache essentiellement la majorité des provinces du Québec pour arriver à son entente. Et donc, il a fallu qu'il fasse des concessions. Et les 2 concessions principales qu'il a faites pour avoir tenir dans la nuit des longs couteaux, c'est quoi? Un, c'est la clause dérogatoire, dont le Québec se sert aujourd'hui, qui n'a pas été demandée par le Québec. Mais les provinces anglaises pensaient peut-être que ça ferait plaisir au Québec, mais ce n'est pas le Québec qui l'a demandé. Et 2,
il était obligé de consentir à ce que l'abolition de la monarchie ne puisse se faire qu'avec l'unanimité des 10 provinces. Alors, on venait juste de dire au Québec, vous n'avez pas le droit de veto pour empêcher le rapatriement, c'est ce que la Cour suprême a décidé. Mais là, les 9 autres provinces puis le fédéral ont dit, bon, on donne un droit de veto au Québec sur certains sujets. Puis là, c'est vrai, là, ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas des conventions constitutionnelles. On l'écrit, on le met par écrit dans la Constitution. Puis il y a 4-5 sujets. Puis le premier sujet, c'est l'abolition de la monarchie, tout ce qui entoure la monarchie. Donc, le Québec détient un droit de veto beaucoup plus ferme et clair et net sur la monarchie que celui qu'il croyait avoir avant le rapatriement de la Constitution, qui n'était pas, lui, inscrit dans la Constitution. La Cour suprême a dit non, ça n'a jamais existé vraiment, ce droit de veto-là, avant 82, mais là, il est clair, là, il existe, il est clair et il porte notamment sur la monarchie. Donc, pourquoi Pierre-Éliott Trudeau, lui, il voulait que les règles d'abolition de la monarchie, ce soit la règle générale de 7 provinces sur 10, qui représente 50% de la monarchie canadienne. Mais à l'époque, comme je vous l'ai dit tantôt, c'était un grand tabou, la monarchie au Canada anglais, puis on soupçonnait même au Canada anglais Pierre-Éliott Trudeau de vouloir l'abolir, puis de vouloir devenir le premier président de la République du Canada. Il y en a qui pensaient ça. Alors, là, les premiers ministres du Canada anglais ont eu peur de ça, et ils ont dit, bon, là, on va l'attacher. Ça va être sur 10 provinces. Ça prend l'unanimité des 10 provinces pour abolir la monarchie. On va y imposer ça, et puis lui, il ne pourra pas le faire. Puis ça va être bien long avant que quelqu'un puisse faire ça. Donc, c'est une idée des autres provinces. Ce n'est même pas une idée de Pierre-Éliott Trudeau. C'est une idée des autres provinces d'obtenir pour chacune pour elle-même, en plus de le donner au Québec, un droit de veto sur l'abolition de la monarchie. Alors, ce qui fait que la Constitution canadienne est particulièrement rigide sur ce point. Il faut l'unanimité des 10 provinces pour abolir la monarchie. Alors, le réflexe, c'est de dire, 1, ça ne se fera jamais, ou 2, ça ne se fera jamais tant que le fédéral et les autres provinces ne nous le demanderont pas. C'est-à-dire tant qu'eux ne seront pas rendus au point de vouloir abolir la monarchie, l'initiative ne peut pas venir du Québec, vu qu'on va toujours dépendre de la volonté de l'île du Prince-Édouard ou d'une autre petite province. Donc, on a déjà joué dans ce film-là avec l'accord du lac Meech, ça ne nous intéresse pas. Bon, ça, c'est une version, je dirais, c'est une interprétation, une lecture qui se fait à un premier degré. Bon, qui se fait à la lecture de la Constitution, mais qui peut être contournée. Alors, il y a deux façons de voir les choses, comme je l'ai dit. La première, c'est de dire il n'y a rien à faire avant que le Canada anglais nous le demande. Et puis, un jour, ils vont nous le demander, vu que l'opinion publique monte lentement mais sûrement comme la marée vers l'abolition de la monarchie. Puis là, après la fin du règne d'Élisabeth II, il va y avoir une pression internationale. L'Australie va l'abolir, les autres vont l'abolir. Le Canada va se retrouver de plus en plus isolé. Il va être gêné. Il va être considéré réactionnaire. Et donc, il va y avoir une pression dans l'opinion publique canadienne-anglaise pour abolir la monarchie. Puis là, le Québec, tout ce qu'il a à faire, c'est d'attendre qu'on vienne lui demander son consentement. Avec l'idée que on va faire payer très cher au Canada ce consentement pour abolir la monarchie et qu'en 2030, il pourrait y avoir une grande conférence constitutionnelle, si on n'a pas fait la souveraineté avant ça, et en 2030, une grande conférence constitutionnelle où le Canada anglais est demandeur. Le Canada anglais est demandeur pour abolir la monarchie. C'est plausible, ce n'est pas une idée folle, ce n'est pas une idée saugrenue. Et où le Québec dit, bon, voici ma liste de 10 pouvoirs que je vais avoir en échange de mon consentement pour obtenir la monarchie. Moi, je soupçonne que c'est l'approche retenue par la CAQ en ce moment. Parce que ce qui frappe en 2022 sur le débat sur la monarchie, parce qu'il y a eu un débat sur la monarchie au Québec, c'est le fait que la CAQ, le gouvernement Legault, n'a pas voulu y participer et au contraire a voulu l'éteindre. De sources bien informées, c'est-à-dire d'un journaliste de mes amis, je sais que la CAQ est profondément divisée sur ce sujet. Qu'il y a, quand on a discuté d'abolition de la monarchie, il y a à peu près 50% du caucus qui est pour, 50% du caucus qui est contre. C'est une division entre les ailes, je dirais, nationalistes et fédéralistes de la CAQ.
Deuxièmement, il y a une peur bleue des conséquences d'un échec constitutionnel si le Québec fait des demandes de réouverture de la Constitution canadienne et que ça mène à nouveau à une impasse, comme ce fut le cas après l'échec de l'accord du Lac-Meach. Donc, une peur bleue en ce sens qu'on sait qu'après l'échec de l'accord du Lac-Meach, il y a 100 000 personnes qui sont descendues dans la rue à Montréal et que ça crée une vague qui a duré en 1790, donc jusqu'au référendum du 30 octobre 1995 et qu'on a bien failli obtenir l'indépendance. Donc, n'oubliez pas que la CAQ est une coalition, c'est-à-dire un regroupement de gens qui se disent pragmatiques, qui se disent préoccupés par les vraies affaires économiques, mais qui, sur la question constitutionnelle, sont ou bien des anciens souverainistes qui pourraient redevenir des souverainistes, ou bien des fédéralistes durs. Ce qui fait que la question constitutionnelle est pour eux dangereuse parce que ça pourrait créer des tensions insupportables à l'intérieur même de ce parti, de ce caucus et de ce Conseil des ministres. Donc, même si ce qui m'a frappé, moi, en 2021, c'est que le consensus évident du peuple québécois pour l'abolition de la monarchie qui a émergé au début de l'année, la CAQ n'a non seulement pas voulu l'incarner, n'a pas voulu y donner suite, mais au contraire a envoyé une de ses ministres fédéralistes, les plus fédéralistes, Sonia Lebel, pour calmer le jeu, refréner les ardeurs en disant « oui, un jour peut-être ». Mais moi-même, elle disait « moi-même, je suis théoriquement en faveur », mais autrement dit, il était clair que la CAQ, le gouvernement Legault, ne prendrait aucune initiative en ce sens. Alors qu'il y a des initiatives qui sont possibles pour faire des pressions sur le gouvernement canadien et sur les autres provinces pour hâter le jour où on pourrait abolir la monarchie. On pourrait dire, bien, écoutez, Élisabeth II, elle s'en va dans 1 an ou 2, là. Elle a 95 ans, elle ne sera pas là longtemps. Là. Donc, on pourrait dire, il y a des choses à faire là, dès maintenant pour faire pression sur l'État canadien, même si ça prend le consentement de tout le monde. On peut penser à toute une série de mesures que le Québec pourrait prendre pour préparer le terrain. On pourrait dire, le gouvernement du Québec pourrait se dire, un changement aussi majeur, ben, il faut d'abord entretenir l'opinion publique. Il faut dire, on veut que ça aboutisse, on veut abolir la monarchie. Et un gouvernement autonomiste, mais fédéraliste, comme le gouvernement de la CAQ, pourrait très bien dire, moi, je veux abolir la monarchie dans le cadre de la Constitution canadienne ou du Canada. Mais on dirait qu'ils se disent soit que la Constitution canadienne est trop compliquée et puis qu'on ne pourra jamais obtenir l'unanimité, donc c'est perdu d'avance, ou bien ils se disent que si on essaie ça et ça ne marche pas, bien là, ça va créer une vague indépendantiste telle que notre parti ne survivra peut-être même pas, que ça va, c'est un parti indépendantiste, plus clairement indépendantiste, qui va être porté au pouvoir. Alors pour eux, c'est comme jouer avec le feu, la question de la monarchie. Et donc, ils préfèrent l'éviter. Loin de moi ce calice. Et donc, mais il y a plusieurs initiatives qui pourraient être prises, comme je l'ai dit tantôt. Je vais en nommer 2 ou 3. D'abord, le gouvernement pourrait adopter d'abord simplement une motion à l'Assemblée nationale pour dire « Nous voulons que la monarchie soit abolie à la fin du règne d'Élisabeth II et nous voulons qu'il y ait une réouverture de la Constitution canadienne pour en discuter. » Ce qui créerait une pression sur le fédéral et sur les autres provinces pour justifier leur volonté de maintenir la monarchie. Alors, même si la motion n'aboutit pas à court terme, au moins, ça lance le débat à l'échelle canadienne et ça crée une pression sur le Canada. Mais il y a d'autres mesures qui peuvent être prises. Vous vous souvenez qu'il y a eu un référendum là, en Alberta sur la péréquation. Bon, ça a échoué, mais il y a une autre chose qui a été faite à ce moment-là, c'est que l'Alberta a tenu une élection pour le poste de sénateur en Alberta. Et le poste de sénateur, c'est comme le poste de lieutenant-gouverneur, c'est nommé par le fédéral. Vous savez que chaque province a un lieutenant-gouverneur qui représente la couronne et que le lieutenant-gouverneur du Québec, c'est un peu le chef d'État de la province parce que sa signature est nécessaire pour transformer les projets de loi en loi du Québec. Donc, il ne peut pas refuser, mais il est membre du Parlement du Québec, le lieutenant-gouverneur. L'Assemblée nationale, c'est composé des députés, mais il y a une notion plus large que l'Assemblée nationale, c'est le Parlement du Québec, qui comprend l'Assemblée nationale plus le lieutenant-gouverneur. Et c'est le Parlement du Québec qui, dans le fond, détient et est l'État québécois. Donc, il n'y a pas une loi au Québec qui peut être adoptée sans la signature du lieutenant-gouverneur, tout comme
il n'y a pas une loi fédérale qui peut être adoptée sans la signature du gouverneur général. Sauf que ces gens-là sont passifs. C'est des machines à signer, ils sont obligés de signer. Alors, donc, mais il y a toujours un délai de quelques jours avant le vote en troisième lecture. Quand on dit qu'une loi est adoptée à l'Assemblée nationale parce qu'elle a passé la troisième lecture, ce n'est pas vrai légalement. Il faut attendre quelques jours que le lieutenant-gouverneur la signe. C'est là que ça devient une loi. Alors ce personnage-là, le lieutenant-gouverneur, donc, est une figure clairement coloniale, un résidu du passé canadien et du passé britannique. Et il faudrait, si on pense dans la logique du maintien du Québec dans le Canada pour quelques années encore, si on abolit la monarchie, il faudrait absolument que le lieutenant-gouverneur soit remplacé par une personne désignée par l'Assemblée nationale ou élue par le peuple québécois. Donc, cette personne-là devrait être désignée, par exemple, aux 2/3 des députés de l'Assemblée nationale. Ça peut être ça, il y a d'autres façons de le désigner. Mais il n'est pas normal qu'un membre du Parlement du Québec, un membre central, puisque sa signature est requise pour adopter des lois du Québec, soit nommé par Ottawa. Donc, ça, c'est pas normal. Et c'est souvent un ancien politicien fédéral qui est nommé. Donc, ça demeure un résidu du colonialisme britannique et qu'il faut abolir. Si on abolit la monarchie dans le cadre canadien, il faut en même temps rapatrier la fonction de chef de l'État québécois pour créer pour la première fois dans notre histoire la fonction d'un chef de l'État québécois qui choisit par des Québécois. Ce n'est jamais arrivé dans notre histoire. Donc là, cette personne-là peut être soit désignée par l'Assemblée nationale ou élue par le peuple québécois. Est-ce qu'il me reste du temps ou est-ce que je suis rendu trop loin? Un petit peu, bon, je peux commencer à conclure. Donc, l'enjeu est celui-là, c'est de savoir est-ce qu'on veut prendre l'initiative à l'intérieur du Canada en quelque sorte, moderniser le Canada, mais en se disant que si on obtient au moins le rapatriement de la fonction de chef d'État, qu'on crée, par exemple, on remplace le lieutenant-gouverneur par un gouverneur élu par le peuple québécois ou choisi par l'Assemblée nationale, au moins on aura le début d'un État québécois renforcé. Ce gouverneur-là, ça pourrait être une personnalité québécoise qu'on aime particulièrement, qui fait consensus au Québec, même s'il n'a pas de pouvoir. On pourrait ensuite peut-être lui donner certains pouvoirs, mais cette personne-là pourrait avoir incarné une grande légitimité, même si elle n'est pas premier ministre. On ne remplace pas le premier ministre et le système parlementaire au départ. Ça pourrait se faire éventuellement dans un Québec indépendant. Mais est-ce que c'est intéressant de créer une fonction de gouverneur du Québec qui nous représenterait, alors qu'on veut cacher le lieutenant-gouverneur parce qu'il ne représente personne? Alors, est-ce qu'on voudrait donner une visibilité à cette personne-là, la fonction de gouverneur du Québec, qui nous représenterait à l'étranger, non seulement sur le plan protocolaire ou symbolique, mais qui jouerait un rôle, je dirais, d'incarnation de la nation que le lieutenant-gouverneur ne peut pas jouer parce qu'il n'a aucune légitimité aux yeux des Québécois. Donc, on peut penser une personnalité du monde des arts, une personnalité autochtone, une personnalité de différents milieux, un peu comme le gouvernement fédéral tente de le faire avec le gouverneur général, mais qui ne fonctionne pas toujours, évidemment, mais une personne dont on serait fier collectivement et qui n'aurait rien à voir donc avec le lieutenant-gouverneur qui ne veut rien dire pour nous, alors que sa fonction juridique est importante. Alors, autrement dit, est-ce que ce serait considéré un pas en avant que d'avoir notre premier chef d'État vraiment choisi par des Québécois? Et même si on est toujours à l'intérieur du Canada. Mais donc, est-ce que ça vaut la peine de se battre pour ça ou simplement d'attendre que le Canada fasse les premiers pas, comme je l'ai dit tantôt, et nous demande d'abolir la monarchie, ce qui pourrait se faire donc dans moins de 10 ans, et qu'en échange, on demande beaucoup plus que simplement le rapatriement de la fonction de lieutenant-gouverneur, qu'on demande des pouvoirs accrus sur le partage des compétences, qu'on demande des pouvoirs accrus sur l'environnement, sur la langue, donc, je dirais, un statut particulier. Bon, tout le rêve, je dirais, traditionnel des fédéralistes autonomistes québécois, est-ce qu'il aurait une dernière chance de se réaliser à ce moment-là? C'est une autre possibilité,
Et c'est peut-être le choix que veut faire la CAQ. Alors, je vais conclure en disant qu'à mon avis, en ce moment, la CAQ a choisi de jouer un rôle passif dans ce dossier, ce qui ne veut pas dire qu'elle le considère sans importance, mais elle croit que les événements vont mûrir. Je pense qu'on le voit bien avec le passage du temps. Ce qui est étonnant, c'est que la reine Elisabeth ait vécu aussi longtemps, mais elle aurait pu, évidemment, si son règne avait pris fin il y a 20 ans, à l'époque du dernier référendum, par exemple, ça aurait été une toute autre histoire. Mais est-ce que le fait, et il est certain que pour le Canada, la fin du règne d'Élisabeth II va remettre la question de la monarchie, l'abolition de la monarchie sur le tapis. Même en Angleterre, il y a un mouvement républicain en faveur de la monarchie qui est de plus en plus fort. Et en Australie, il est très fort au point d'être dominant. Donc, la question va se poser de plus en plus au Canada. Et même si le gouvernement du Québec est paralysé par la question parce qu'il est trop divisé, ou bien parce qu'il trouve plus préférable d'attendre que le Canada anglais lui fasse la demande, bien, il va être obligé de se brancher probablement au cours du mandat du gouvernement élu en octobre prochain. Donc, autrement dit, prévoyez bien que la question de la monarchie va revenir, elle est inévitable, elle est incontournable, et qu'elle va prendre de plus en plus de place dans les 5 prochaines années, parce que le règne d'Élisabeth II va probablement prendre fin à cette période-là, et que vous allez avoir une vague d'abolition de la monarchie dans plusieurs pays, ce qui va inévitablement soulever la question au Canada anglais et au Québec. Alors, je vais conclure là-dessus et j'attends vos questions. Eh bien, merci beaucoup, André. C'était très intéressant, puis c'est le fun de vous avoir permis de prendre le temps nécessaire là, de mettre en perspective ce dossier-là qui est évidemment majeur. Pour ce qui est, bon, on a vu Jean Binette a déjà commencé à utiliser là, le clavardage pour les questions extraordinaires. Vous pouvez aussi, là, pour celles et ceux qui sont à l'aise avec l'application Zoom, cliquer là, dans les réactions. Vous avez une des réactions qui est la main levée comme Luc Gay l'a fait. C'est extraordinaire. Donc, on voit déjà là, que malgré notre très grande jeunesse, on s'est adapté là, aux derniers outils. Je vais abuser de ma position d'animateur pour poser une première question, André. Évidemment, jusqu'à temps que je vous nomme votre nom, je vous demanderai de garder votre micro fermé pour s'assurer qu'on puisse bien s'entendre. J'ai eu le bonheur d'être élu à l'Assemblée nationale sous le Parti québécois, avec le Parti québécois, notamment la chef du moment était Mme Pauline Marois, qui mettait de l'avant sa fameuse gouvernance souverainiste. Et un des points de la gouvernance souverainiste, c'était de simplement couper les vivres au lieutenant-gouverneur. C'est-à-dire que sans pouvoir abolir la fonction, parce que vous l'avez dit, c'est extrêmement complexe au niveau constitutionnel, c'est cadenassé, ça va encore plus loin que la formule d'amendement normal, hein, ça prend l'unanimité des provinces. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, André, que jamais le Parti québécois est passé à l'acte et a coupé les vivres, notamment au lieutenant-gouverneur? Est-ce que parce que le Québec n'investit pas dans la monarchie, tout simplement, puis les sommes nécessaires au déploiement, au rayonnement du lieutenant-gouverneur viennent d'Ottawa? Comment ça s'est jamais fait, ce geste de gouvernance souverainiste, de simplement dire, ben, nous, comme on ne veut pas la monarchie, on ne paiera pas pour ça? Bon, c'est une bonne question. Le budget du lieutenant-gouverneur, tel que je le comprends, là, c'est quelque part entre 500 000 et 1 million par année, payé par le gouvernement du Québec, par l'Assemblée nationale. Donc, c'est un peu comme les juges fédéraux, c'est-à-dire c'est Ottawa qui nomme, c'est Ottawa qui paye le salaire du lieutenant-gouverneur, il paye sa pension, lui paye, je pense, un aide de camp, un adjoint militaire, mais après, là, tout le reste, tous les autres frais, c'est provincial. C'est donc la même chose que les juges fédéraux. Donc, pour les juges fédéraux sont nommés par Ottawa, leur pension est payée par Ottawa, mais le palais de justice, c'est provincial, les greffiers de la Cour sont provinciaux, tous les services d'interprètes sont payés par le Québec. Donc, c'est la même chose avec le gouverneur, une espèce d'interdépendance, si on veut, là-dessus. Alors, son bureau, c'est les frais de logement, son papier, ses crayons, son ordinateur, tout est payé par le Québec. Donc, même chose, évidemment, dans les autres provinces. Alors, je pense qu'une réponse concrète là, à la question, c'est de dire si le Québec abolit
le financement, ça ne met pas fin à la fonction, puis Ottawa peut, ça ne le dérangera pas de fournir le million qui manque. Bon, alors, autrement dit, ça risque d'être un coup d'épée dans l'eau. Ce que je n'ai pas eu le temps de dire, c'est qu'il y a d'autres mesures, à mon avis, plus efficaces qui feraient davantage pression sur Ottawa que celle-là. L'une, donc, j'ai pas eu le temps de faire la liste, là, mais la première, j'ai mentionné une motion de l'Assemblée nationale. La deuxième, ce serait de dire, à la fin du mandat du président lieutenant-gouverneur, qui n'est pas fixé dans la Constitution, mais normalement, c'est à peu près 5 ans, puis lui, ça fait plus que 5 ans, si je comprends bien. Donc, c'est Ottawa qui décide quand changer le lieutenant-gouverneur. Mais ce que l'Assemblée nationale pourrait faire, c'est désigner une personne. C'est dire, bon, nous, le prochain lieutenant-gouverneur, on vote là, que ce soit lui, et plutôt que votre choix à vous, lui ou elle. Alors, c'est exactement ce que fait l'Alberta, c'est ce que j'ai parlé un petit peu de l'Alberta tantôt, en tenant une élection sénatoriale. C'est la même chose, le sénateur, c'est de compétence fédérale, c'est le fédéral qui nomme les sénateurs. Mais là, le fédéral, pour la deuxième fois, a tenu une élection pour choisir par le peuple, par la voie populaire, son sénateur. Ils ont le droit, je pense, à 2 sénateurs en Alberta. Et je ne sais pas le nom. Mais ce que je sais, c'est que ça a marché une fois sous Stephen Harper, qui était favorable à un Sénat, une réforme du Sénat. Donc, le peuple de l'Alberta, sous Stephen Harper, a choisi son sénateur et le premier ministre fédéral a consenti, a créé un précédent disant « D'accord, je vais nommer celui que vous avez élu. » C'est ce qui s'est passé. Et là, Justin Trudeau, faites bien attention parce que l'été dernier, il y avait 2 postes ouverts de sénateur au fédéral et il y en a nommé juste un. Donc, elle a laissé ouverte la possibilité que la personne choisie l'automne dernier, qui est une femme en Alberta, qui finisse par la nommer. Mais on ne sait pas encore. On ne sait pas encore aujourd'hui s'il va le faire, s'il va donc confirmer le précédent créé par Stephen Harper. Et si c'est le cas, si ce qui est bon pour le sénateur, c'est bon pour le lieutenant-gouverneur, à mon avis. Donc, autrement dit, le Québec, ça n'intéresse pas de choisir des sénateurs ou de faire élire des sénateurs. C'est son choix. Mais le lieutenant-gouverneur, c'est plus important encore, à mon avis. Puis l'Alberta n'ose pas toucher à ça, parce que la monarchie, c'était encore tabou là-bas. Mais nous, on ne devrait pas hésiter. Si l'Alberta réussit à faire imposer son choix de sénateur, le Québec ne devrait pas hésiter à imposer son choix de lieutenant-gouverneur, que ce soit par un vote à l'Assemblée nationale ou par une élection générale. Donc, il n'y a rien qui empêche le Québec d'exercer, autrement dit, des pressions unilatérales comme celle-là sur le système fédéral ou sur la monarchie. Plus efficace que ce qu'envisageait, à mon avis, Mme Marois. La nouvelle approche constitutionnelle, l'unilatéralisme. Oui, l'unilatéralisme provincial. C'est un peu ça aussi que fait le gouvernement de la CAQ en insérant unilatéralement la nation québécoise dans la Constitution canadienne. J'ai des doutes sur la validité de ça, mais c'est un autre débat. Tout à fait. Maintenant, je vais prêter ma voix à Jean Binette, qui, dans le clavardage, demandait, se questionnait à savoir si l'orientation de la monarchie anglaise après la mort de la reine pourrait faire progresser l'opinion canadienne. C'est la question? Oui, c'est la question. D'accord. Autrement dit, est-ce que la monarchie anglaise pourrait changer suite à la mort de la reine? Puis est-ce que ça pourrait donc avoir un impact sur l'opinion publique canadienne? Oui, c'est clair que la monarchie britannique évolue au Royaume-Uni. C'est clair qu'il y a un grand débat sur ces questions-là. Évidemment, c'est avivé par des controverses là, entourant le prince Andrew d'une part et le prince Harry de l'autre. Il y a toujours eu des scandales et des controverses dans la famille royale. C'est clair aussi qu'il y a un débat sur la monarchie dans les médias britanniques. Un des principaux journaux britanniques que je considère l'un des meilleurs au monde, The Guardian, est férocement anti-monarchiste. Il y a comme j'ai dit tantôt, un mouvement républicain en Angleterre même. En Australie, il est très fort, mais au Royaume-Uni, il est non négligeable. Il affirme représenter au moins 15% de la population et il est de plus en plus présent dans les médias lui aussi, de plus en plus bien financé. Alors, c'est clair qu'ils ont ça à long terme leur affaire, mais sur un horizon de 15-20 ans, ils ne désespèrent pas de pouvoir abolir la monarchie, même au Royaume-Uni. Alors, là, ce qui est clair, pour ce qui est de l'évolution à court terme, après la mort d'Élisabeth, ce qui est certain, c'est qu'il y a des demandes pressantes au Royaume-Uni pour réduire la taille de la famille royale. D'abord, pour que tous les autres princes, les beaux-frères, les neveux, les nièces, soit qu'ils n'aient plus aucun titre royal, soit obligés de gagner leur vie, parce que tout ça, c'est une question de sous, hein, en grande partie. La famille royale est très riche, la reine est milliardaire,
Et puis l'héritier du trône, le prince Charles, lui-même est milliardaire. Donc, la reine, on peut dire qu'elle est multimilliardaire, mais l'héritier du trône, le prince Charles, a ses propres propriétés et vaut au moins 1 milliard lui aussi. Donc, la question, en plus, ils reçoivent ces gens-là des subventions énormes, ce qu'on appelle la liste civile de l'État britannique chaque année pour représenter l'État dans des fonctions protocolaires. Alors, donc, ce que apparemment le prince Charles et le prince William, les deux futurs héritiers du trône, veulent, c'est que la liste civile soit amincie considérablement, puis qu'il y ait seulement les héritiers directs qui reçoivent ça, premièrement. Deuxièmement, que tous les autres membres de la famille royale soient obligés de gagner leur vie, comme dans les autres monarchies européennes. Alors, on sait par exemple que le roi de Hollande, avant de devenir roi, il a été pilote d'avion commercial pour une ligne d'aviation internationale. Donc c'est la même chose au Danemark. D'ailleurs, ces monarchies-là sont beaucoup moins controversées, beaucoup moins visibles parce qu'elles sont plus proches du peuple et elles vivent plus modestement. Alors, si c'était le cas ici, ce serait peut-être différent. Donc, le train de vie de la monarchie royale est de plus en plus controversé. La monarchie britannique est de plus en plus controversée. Et en soi, le débat commence sérieusement à s'engager, même au Royaume-Uni. Mais ce qu'on peut prévoir, c'est que, voyons, c'est mon téléphone, là. Ce qu'on peut prévoir, c'est que ça va se faire par étapes au Royaume-Uni et que le débat va se poser ailleurs va se poser ici avant qu'on réussisse à l'abolir au Royaume-Uni. Donc, on serait vraiment dans une drôle de situation si le Royaume-Uni abolissait la monarchie avant nous, parce que là, on aurait un trône vide et puis on ne saurait vraiment pas par quoi le remplacer. Mais je ne prévois pas que ça arrive comme ça, mais théoriquement, ça pourrait arriver. Alors, ce qu'il faut surtout prévoir, c'est que ce n'est pas vraiment l'évolution de la monarchie en Angleterre qui va être déterminante, mais plutôt l'évolution de la monarchie en Australie, dans le reste du Commonwealth, qui va créer une pression sur le Canada, qui va probablement abolir la monarchie avant le Royaume-Uni. OK, très bien, je vous remercie pour votre réponse complète. La parole est à Luc Gay, professeur d'histoire. Oui, bonjour. Bonjour. La remise en question de la monarchie, son abolition, devrait être basée, à mon avis, sur au moins 2 aspects. Le premier aspect, c'est son coût. Alors, ici au Canada, ça coûte environ 65 millions de dollars à peu près par année à l'ensemble des Canadiens. Et puis, dans un deuxième cas, parce que c'est quand même une somme assez grande, dans un deuxième cas, deuxième élément, c'est tout l'aspect des privilèges. Alors, on vit dans un système démocratique où ce n'est pas le lien de naissance qui fait l'individu, mais ce qu'il fait, ce qu'il a accompli. Alors, je pense que ces 2 éléments-là devrait contribuer à faire en sorte que les Canadiens vont accepter éventuellement là, cette abolition en fin de compte de la monarchie. Le coût et aussi son aspect un peu anachronique de ce régime des privilèges qui a toujours été mis de l'avant par les Anglo-Saxons. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, j'attache plus d'importance au deuxième facteur qu'au premier. La question du coup, il ne faut pas oublier qu'on va remplacer le gouverneur général du Canada par un président de la République du Canada ou le lieutenant-gouverneur du Québec par un gouverneur du Québec ou un président de la République du Québec éventuellement. Il y aura des coûts rattachés à ça aussi. Je ne suis pas certain qu'il y aura une grande économie par rapport à la situation actuelle. Puis 65 millions, je ne pense pas que ça se compare au budget de la santé ou des choses comme ça. Donc, c'est 65 millions pour 10 provinces plus le fédéral. Comme je dis, pour le Québec, c'est environ 1 million maximum par année. Évidemment, on a une part des dépenses fédérales qui sont plus importantes pour le gouverneur général, mais il ne faut pas croire que ce sera zéro après avoir aboli la monarchie, parce qu'il va toujours falloir un chef d'État. Et si on lui donne des pouvoirs importants à ce chef d'État-là, plus que symbolique, ça, c'est la grande décision. Une fois qu'on a un président de la République, quel pouvoir lui donner? Est-ce qu'on conserve le premier ministre? Est-ce qu'on donne une présidence exécutive? Là, je parle d'un Québec indépendant surtout, là, mais est-ce qu'on a une présidence exécutive comme en France ou aux États-Unis? Alors, ça, c'est un autre débat. Mais donc, pour moi, la question du coût n'est pas déterminante. Elle se pose bien davantage en Angleterre qu'ici.
Mais la question de l'égalité des citoyens, ça, c'est une toute autre paire de manches. Il est tout à fait anachronique qu'un citoyen canadien ne peut pas être chef d'État de son propre pays. Vous conviendrez que ça n'a pas de bon sens de nos jours. Et c'est l'argument principal en Australie. Pas de bon sens qu'un Australien ne soit pas le chef d'État de son propre pays. Alors, en plus, l'existence même de la monarchie est totalement incompatible avec les chartes des droits. Parce que, évidemment, la fonction de chef d'État ici est réservée à une famille étrangère, britannique. Il faut être membre de cette famille-là, suivant des règles adoptées par le Parlement britannique vers 1700. Donc, c'est tout à fait contraire au droit à l'égalité des citoyens et aux principes démocratiques. En plus, maintenant, on a un nouvel argument, c'est tout à fait contraire au principe de laïcité, alors, parce que la reine est chef de l'Église anglicane. Et là, on sait que la pratique de l'Église anglicane a décliné non seulement au Canada, beaucoup, c'est comme l'Église catholique, mais également en Angleterre, où encore là, je disais qu'il y a 15% des gens qui appuient l'abolition de la monarchie, mais il y a aussi un autre 15% des gens seulement qui pratiquent la religion anglicane. Donc, la religion anglicane est devenue nettement minoritaire, même en Angleterre. On dit même qu'en Angleterre, sur les derniers sondages, il y a une majorité de citoyens qui ne sont pas chrétiens pour la première fois depuis 1000 ans. Donc, il y a des changements sociaux considérables, même à l'intérieur du Royaume-Uni, qui font que la justification religieuse de la monarchie n'existe plus. Pardon. Bon, alors tout ça fait que les facteurs qui sous-tendent l'existence de la monarchie, il y en a plusieurs, mais ils sont tous en train de s'éroder, ils sont tous en train de s'écrouler en même temps. Ce qui fait qu'à mon avis, l'institution de la monarchie ne se rendra pas au milieu du présent siècle. Elle sera abolie même en Angleterre avant 2050 à mes yeux. Merci. Les paris sont ouverts. Je vais prêter ma voix à Daniel Mégan de la région de la Haute-Yamaska. Dans le clavardage, Daniel vous questionnait, André, à savoir si vous ne craignez pas que les Canadiens ne décident de conserver la monarchie plutôt que de se ranger du côté des abolitionnistes et d'accepter donc les conditions du Québec. C'est-à-dire que selon lui, ça dérangerait moins de rester solidaire de la monarchie que donc de répondre à d'éventuelles demandes du Québec. C'est une possibilité, mais d'abord, tout dépend de l'ampleur des demandes du Québec. Deuxièmement, je veux dire, moi je pense il est vrai que les demandes de Robert Bourassa pour l'accord du Lac-Meech n'étaient pas très élevées. Et même là, même ça peut être acceptable pour le Canada anglais. Maintenant, on pourrait avoir aussi d'ici quelques années un gouvernement plus activiste, plus indépendantiste au Québec qui pourrait tenir un référendum sur l'abolition de la monarchie. C'est une autre mesure unilatérale que je n'ai pas mentionnée. Le référendum n'est pas décisif en droit canadien, mais il a un immense poids politique. Donc, on pourrait très bien dire au Québec, nous, on veut se doter d'une constitution. Dans le fond, c'est ça que je propose pour le Québec. C'est qu'on se dote d'une constitution du Québec écrite pour la première fois. En droit, la constitution du Québec existe depuis 1867, sauf qu'elle n'est pas codifiée. Ça veut dire qu'elle n'est pas rassemblée dans un document formel qui s'appelle Constitution du Québec. Ces éléments sont dispersés. Alors, tout ce qui est relatif aux institutions fondamentales, politiques fondamentales du Québec, on peut dire que c'est constitutionnel. Par exemple, la Charte des droits du Québec. D'ailleurs, la Cour suprême du Canada l'appelle quasi-constitutionnelle déjà, la Charte des droits du Québec. Et la situation du Québec n'est pas anormale, c'est la même en Angleterre. L'Angleterre non plus n'a jamais eu une constitution codifiée. Alors, puis la constitution canadienne est à moitié codifiée, est en partie codifiée. Alors, il y a beaucoup de règles fondamentales de la constitution canadienne qui ne sont pas inscrites dans le texte de la constitution. Entre autres, par exemple, le principe de la responsabilité du gouvernement responsable, parce qu'un gouvernement est tenu de démissionner ou de déclencher des élections s'il perd la majorité en Chambre. Mais ça, ce n'est pas écrit nulle part dans la Constitution. La fonction de premier ministre n'existe pas dans le texte écrit de la Constitution canadienne. Alors, il y a déjà des règles fondamentales qui ne sont pas codifiées, même dans la Constitution canadienne, et encore moins dans la Constitution du Québec. Alors, mais le Québec pourrait dire demain matin, nous lançons une grande opération de rédaction d'une Constitution du Québec, et dans cette Constitution-là, nous abolissons la monarchie, ou du moins pour les fins du Québec, et nous demandons, et nous tenons un référendum là-dessus pour approuver ça. Et ça, je pense que ce serait gagnant, même si ce n'est pas un référendum sur l'indépendance. Et là, il y aurait, à mon avis, une pression considérable sur le Canada. Il y a des juristes comme moi qui soutiennent qu'il
il y aurait une obligation légale de négocier du Canada anglais, j'en ai parlé dans mon livre. Il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord, mais peu importe, parce qu'il y aurait une pression politique considérable. Et le Canada dirait non à ce moment-là, un référendum à ses risques et périls. Parce que s'il dit non à un référendum qui emporterait 60-70% au Québec sur des questions qui font consensus au Québec, telles que l'abolition de la monarchie, bien là, s'il dit non, il risque de relancer la vague indépendantiste. Ça, c'est lui qui serait placé devant un dilemme. Donc, autrement dit, il y aurait une série de mesures unilatérales québécoises possibles pardon, qui incluraient l'abolition de la monarchie. Pas nécessairement seulement ça, ce sujet-là, mais inclurait l'abolition de la monarchie comme étant un des éléments qui font consensus, un des consensus constitutionnels majeurs au Québec et qui, à mon avis, ont une importance égale au principe de laïcité, qui définissent. Il y a une nation québécoise qui est en train de prendre conscience d'elle-même et de se définir de plus en plus. Elle a pris conscience que pour elle, là, avec la loi 21, la laïcité, c'est important pour elle. C'est une valeur fondamentale. Le gouvernement de la CAQ n'était peut-être pas conscient de toutes les implications de son projet de loi, mais pour la majorité des Québécois, la laïcité, c'est au cœur maintenant de la définition de la nation. Ce que je pense, c'est que la République, l'idée républicaine peut aussi faire progresser l'identité nationale et renforcer la nation québécoise et éventuellement l'amener aux portes de l'indépendance. Très bien, merci André là, pour cette réponse. Comme il y avait quelques mains levées, mais qui ont été baissées, là, je pense à Michel Salvaille ou Gemma, peut-être on a répondu là, à leurs questions. Donc, je me retourne vers le clavardage. Micheline Turgeon se questionne à savoir, puis là, c'est en plein dans votre champ d'intérêt, là, André, là, qu'en sera-t-il de la société autochtone au Québec, des nations, ces membres des Premières Nations? Comment seront-ils, entre guillemets, intégrés dans le projet? Est-ce que c'est un projet d'abolition de la monarchie? Micheline, j'imagine que c'est ça. Et dans quelle mesure y participeront-ils? Font-ils déjà partie de la discussion? Bon, ça, c'est une bonne question. Moi, j'ai deux grandes passions, là, intellectuelles et juridiques, l'indépendance du Québec et la cause autochtone. Donc, je cherche toujours le moyen de créer des liens entre ces deux questions-là. Je rêve d'un jour où le premier président du Québec serait un autochtone. Symboliquement, pour moi, ce serait très fort. Que ce président-là détienne des pouvoirs exécutifs ou non. Bon, ça, c'est une autre question. Maintenant, ce que je viens de proposer, c'est l'adoption d'une Constitution du Québec. À ce moment-là, je pense qu'il est incontournable qu'il y ait une participation autochtone. En ce moment même, nous avons un exemple très intéressant d'une assemblée constituante en cours au Chili, où un projet de constitution est en train d'être rédigé par 155 personnes élues pour, dans le fond, un parlement temporaire, parlement parallèle temporaire, qui s'appelle l'Assemblée constituante. Parmi ces 155 personnes, il y a 17 autochtones, donc environ 10%. Donc, je pense que ce serait la même chose ici. Et que pour tout ce qui concerne les droits autochtones dans la Constitution du Québec, il faudrait qu'il y ait au moins une majorité de ces participants autochtones qui soient d'accord. Alors, il y a 11 nations autochtones reconnues au Québec. Je ne sais pas s'il faudrait le consentement des 11, là, mais ou bien une majorité d'entre elles, ou les 2/3 d'entre elles. Ça, c'est à voir. Mais je pense qu'il est incontournable, que le projet de Constitution du Québec parle des droits autochtones, tende la main aux Autochtones vers une reconnaissance de leurs droits et qui ne sont pas encore pleinement reconnus au Québec, malgré ce qu'on en dise. Et deuxièmement, que pour l'ensemble du projet constitutionnel, y compris l'abolition de la monarchie, qu'il y ait une participation autochtone aux discussions, un vote autochtone et, je dirais, une écoute de la perspective autochtone. Donc, je pense que pour ce qui est de leurs droits spécifiques, il faut leur consentement. Pour ce qui est de l'ensemble du projet de Constitution du Québec, il faut leur participation. Et donc, il faut qu'ils soient écoutés avec respect. Donc, je pense que je ne sais pas s'il y aurait une vision autochtone ou des visions autochtones qui se dégageraient dans une assemblée constituante ou dans un projet de rédaction de la Constitution du Québec, mais leur présence dans ces débats est incontournable. D'ailleurs, André, avant de prêter la parole à Michel, là, Michel Breton, là, qui a une question pour vous, moi, ça me fait beaucoup penser à M. Saganache, Roméo Saganache, qui a été député NPD là, dans le nord du Québec durant 1 ou 2 mandats et qui disait qu'advenant un Québec indépendant qui serait issu notamment, là, dont le projet mettra
contribution des nations autochtones, ben, un Québec indépendant serait le premier pays au monde à naître en collaboration avec les peuples autochtones, alors que partout à travers le monde, ça ne s'est pas vraiment passé en collaboration avec eux, la naissance là, des nouveaux pays. Alors, on a peut-être là une occasion pour le Québec à nouveau de faire l'histoire et d'avoir un impact sur l'humanité finalement. Absolument. Comme j'ai parlé du Chili, on peut dire qu'il y a un processus là, de rénovation de la nation, mais ce n'est pas de fondation d'un pays. Une rénovation, une refondation peut-être dans leur cas, avec une participation autochtone, mais ce n'est pas la création d'un nouvel État. On peut dire aussi que dans d'autres pays d'Amérique latine, comme la Bolivie, il y a aussi une reconnaissance des droits autochtones très intéressante qui pourrait inspirer le Québec. Mais pour ce qui est de la création d'un nouvel État, Roméo Saganache a raison. Michel. Oui, bonjour. Vous avez parlé en octobre 21 de la loi 99 qui avait été votée par le gouvernement Bouchard et qui a été déclarée valide en regard de la Constitution canadienne par la Cour d'appel du Québec un peu plus tôt au début de l'année 21 grâce à, entre autres, Maître Maxime Laporte et la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Vous avez qualifié cette loi-là du droit à l'autodétermination interne des nations du Québec. Alors, comment on peut penser qu'on pourrait bâtir sur la loi 99 d'un point de vue juridique pour se protéger davantage par rapport à la nouvelle ou la réforme de la loi 101 sur la protection du français, sans être obligé d'attendre des lunes et des années que la Cour suprême approuve la loi que l'Assemblée nationale instaurerait. Comme ça s'est produit avec la loi 99, ça a pris 18 ans. Elle a été contestée au début des années 2000, puis ça a été accordé en 2018. Tout ce jeu-là joue au désavantage de l'émancipation du Québec. Oui. La loi 99, j'ai dit aussi que ça devrait être le premier élément de la Constitution du Québec, parce que dans le fond, c'est un avant-projet de Constitution. Elle contient entre autres, son premier article, l'affirmation du droit du Québec à l'autodétermination. J'ai dit aussi que les nations autochtones pouvaient se doter d'une Constitution interne également et qu'elles pouvaient se donner le même droit à l'autodétermination, ce qui ne veut pas dire cependant qu'elles ont un droit à la partition du Québec, ce qui est un tout autre débat. Ce qui a été négligé dans le débat sur la souveraineté du Québec lors des 2 référendums, c'est le droit à l'autodétermination interne, parce que la question de la souveraineté du Québec, c'est le droit à l'autodétermination externe. Puis on n'a pas parlé du droit à l'autodétermination interne. Mais dans la mesure où le discours sur l'existence de l'identité de la nation québécoise s'est renforcé dans les dernières années, mais là, ce qui devient pertinent, c'est de réfléchir sur la notion de droit à l'autodétermination interne qui s'est considérablement renforcée et étoffée. Et là, c'est indépendamment de la question de savoir si on a un droit d'autodétermination externe qui nous donne un droit à l'indépendance. Ce qui est clair, c'est qu'on a un droit d'autodétermination interne qui, à mon avis, comprend clairement le droit de ne pas se faire imposer une constitution. Et donc, ce qui veut dire que le droit à l'autodétermination interne du Québec n'a pas été respecté. Le droit de l'autodétermination interne du peuple québécois n'a pas été respecté en 82, ni d'ailleurs en 1867. Donc, ça veut dire que le Canada est un État multinational qui comprend une nation canadienne qui domine la nation québécoise et les nations autochtones. Et donc, il y a une reconnaissance partielle des nations autochtones dans la Constitution de 82, des droits des nations autochtones dans la Constitution de 82, pas entière, mais il n'y a pas eu de reconnaissance du tout de la nation québécoise dans la Constitution de 82. Donc, cette Constitution de 82 viole chaque jour le droit à l'autodétermination interne du peuple québécois, de la nation québécoise, et viole aussi, en partie, celui des nations autochtones, parce qu'il ne reconnaît pas, entre autres, le droit à l'autonomie gouvernementale, qui est une composante essentielle des droits ancestraux. Donc, cette Constitution qui est de 82 est très insatisfaisante. Donc, et la situation de la nation québécoise est un peu intermédiaire entre la nation canadienne dominante et les nations autochtones qui sont encore plus dominées, plus marginalisées que la nation québécoise l'a été. Donc
il est clair que le droit à l'autodétermination interne des nations québécoises et autochtones n'est pas respecté au Canada. Ça, c'est juridiquement, je pense, très difficile à contredire. Et ça, éventuellement, ça peut mener à un argument voulant que puisque le droit d'autodétermination interne n'est pas respecté, on a le droit à l'autodétermination externe à nouveau de se reposer la question de l'indépendance. Et puis, donc, pour ce qui est des Autochtones, je pense que le Canada fait des efforts ponctuels, mais est loin d'avoir respecté intégralement le droit à l'autodétermination interne des nations autochtones et que l'existence de, de la loi sur les Indiens est incompatible avec la reconnaissance du droit à l'autodétermination interne. Donc, les Cris et les Inuits sont les seuls parmi les 11 nations québécoises, les Naskapi aussi, une petite nation. Ces trois nations-là ont signé la Convention de David-James. Ce sont les seules nations qui ont acquis une autonomie qu'on peut dire compatible ou qui reconnaît leur droit à l'autodétermination interne. Ils sont sortis du cadre de la loi sur les Indiens. Ce n'est pas le cas du tout des 8 autres nations autochtones du Québec. Ce n'est pas le cas non plus de la nation québécoise. Donc, on est dans la même situation sur ce plan-là. Et je pense que la voie tout indiquée pour les souverainistes québécois, c'est de créer une alliance avec les nations autochtones du Québec dans une constitution commune qui peut s'appliquer aux deux, mais qui permet aussi à chacune des nations autochtones d'adopter sa propre constitution pour ce qui est de sa vie interne. Et tout ça dans le respect de la Déclaration des Nations unies de 2007 sur les droits des peuples autochtones, qui, à mon avis, est l'équivalent d'une charte des droits pour tous les peuples autochtones du monde entier. OK, très bien, super. J'ai failli commettre un crime de lèse-majesté. J'allais passer outre une question posée par Diane Boivin de Offern. Vous y avez touché un peu, mais Diane veut manifestement plus de précision. Selon vous, est-ce qu'il y a des avantages concrets à l'abolition de la monarchie, en plus d'avoir plus d'autonomie? Bon, l'aspect financier, vous y avez référé là, que ce n'est pas si important que ça, mais qu'est-ce qui pourrait aider, selon vous, à convaincre la population de soutenir, et peut-être québécoise, c'est réglé, mais canadienne aussi, de soutenir l'abolition de la monarchie au Québec et au Canada? D'abord, pour moi, c'est comme je l'ai dit tantôt, dans le fond, c'est indissociable de l'idée de l'adoption d'une constitution québécoise. Donc, et dans le passé, c'est-à-dire en 80-95, c'était indissociable de l'idée de l'accession à la souveraineté. Alors, la seule chose qui me fait, dans le fond, dissocier l'idée de la souveraineté du Québec de l'idée de l'abolition de la monarchie, c'est qu'on ne l'a pas fait encore et puis que la question le règne d'Élisabeth II va prendre fin dans 2 ans peut-être et la question de l'avenir de la monarchie va se poser avec insistance. Donc, on est obligé de composer avec la Constitution canadienne ou ce qu'on peut faire à l'intérieur du Canada, tout en renforçant l'identité nationale québécoise. Ce qui est, à mon avis, le projet de la CAQ avec la loi sur la laïcité et la loi 96. Donc, ça devrait sourire à la CAQ, mais je pense qu'ils se sentent un peu menacés, comme je l'ai dit tantôt, par ce projet-là, qui, dans le fond, peut devenir incontrôlable pour eux si ça si ça risque de rallumer la flamme indépendantiste. Donc, ce que je crois, donc, c'est que moi, je cherche des consensus nationaux comme la CAQ, mais je suis prêt à aller plus loin que la CAQ. Et donc, pour moi, de ce que la CAQ devrait faire dans son 2e mandat, c'est entreprendre la rédaction de Constitution du Québec qui comprend l'abolition de la monarchie. Tout cela dans le but, l'avantage concret, c'est de renforcer l'identité nationale, l'identité de la nation québécoise. Et puis, idéalement, de se donner un chef d'État qu'on peut respecter ou admirer ou en qui on peut se reconnaître. Pardon. Et donc, renforcer à l'intérieur même du Canada la nation québécoise, ce qui nous rapprocherait de la souveraineté, soit aboutir encore une fois au constat d'une divergence telle avec le Canada anglais qu'on se pose à nouveau la question de l'indépendance. Donc, pour moi, le but, c'est de nous rapprocher de la souveraineté, que ça marche ou non, l'abolition de la monarchie à l'intérieur du Canada. Dans les 2 cas, ce que je veux, c'est renforcer l'identité nationale québécoise au point où on s'oppose à nouveau à la question de l'indépendance. Donc, pour moi, créer le poste de gouverneur du Québec
on ne pourra pas l'appeler un président avant d'être indépendant, mais gouverneur du Québec, mais qui est une personne admirée, une personne qui fait consensus. Là, je pensais à Félix Leclerc aussi à l'époque. Donc, quelqu'un qui est une figure nationale respectée, même si cette personne-là n'a pas de pouvoir politique, elle aurait du poids dans la société, elle incarnerait la nation. Je pense que déjà, ce serait un pas en avant. Mais concrètement, ce que je souhaite, c'est que l'abolition de la monarchie fasse partie d'un ensemble plus vaste appelé Constitution du Québec, sur lequel on voterait par référendum. Et puis, si jamais Ottawa n'accepte pas ça, bien là, qu'on passe un vote sur l'indépendance. Et c'est bien intéressant tout ça. On a une question qui vient tout juste d'arriver par une personne nommée iPhone. Je n'ai aucune idée de qui est cette personne, mais bon, sa question semble pertinente. Est-ce que vous voyez le Bloc jouer un rôle là-dedans? Oui, moi je pense que, quelle que soit l'importance numérique des députés à Ottawa, le Bloc a un rôle qualitatif à jouer qui peut s'avérer très important s'il joue bien ses cartes. Alors, moi je pense que le Bloc, par exemple, est le seul parti issu du Québec qui comprend le plus profondément la question autochtone et qui, qui respecte le plus intégralement les droits autochtones dans ses prises de position. Évidemment, il n'est pas au pouvoir, il n'a pas les responsabilités du gouvernement du Québec, mais son document d'orientation émis pendant la campagne fédérale m'a impressionné en tant que juriste spécialisé en droit autochtone. Donc, je ne vois rien de tel à l'Assemblée nationale dans aucun des partis à Québec. Donc, pour ce qui est de la question autochtone, le Bloc est en avance sur les partis de l'Assemblée nationale. Et peut-être parce qu'il est en contact avec les Autochtones à Ottawa ou avec le ministère fédéral des Affaires indiennes qui suit ces dossiers-là de près. Alors, le Bloc, à mon avis, a une contribution spécifique et originale à faire sur une foule de sujets. Lorsqu'il fonctionne bien, le Bloc, lorsqu'il joue son rôle, il est très important. Et y compris, je pense, là peut-être qu'il hésiterait à se prononcer sur l'adoption de la Constitution du Québec en se disant que c'est une affaire provinciale. Cependant, il peut très bien jouer un rôle plus important pour ce qui est de demander l'abolition de la monarchie. Il a commencé à le faire. Très bien. En fait, c'est Andréane Larouche, la députée là, de Granby, de Shefford, qui posait la question. D'ailleurs, je tiens à saluer sa présence, évidemment. On est très heureux. On se sent choyé de pouvoir la compter parmi nous pour cette conférence. Là, je ne vois pas d'autres mains levées, le clavardage non plus. J'ai été au bout des questions qui étaient posées. Puis tranquillement, pas vite, là, on s'en va vers une activité qui aura presque duré 2 heures. Donc, à moins, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait un petit signalement, une petite main ouverte là, ou qui pourrait écrire rapidement? Je vous donne 1, 2. C'est bon, on va y aller. Franchement, André, je tiens à vous remercier au nom de tous les participants et de toutes les participantes à cette activité. Ça l'a pogné, manifestement, une conférence sur la monarchie, même si on veut tous l'abolir, comme elle est toujours là, ça suscite de l'intérêt. Vous nous avez permis d'incarner une de nos missions, hein, la Société nationale. Bien sûr, on est versé dans le rayonnement de la culture, de l'histoire nationale du Québec, de la langue aussi, mais on aime beaucoup contribuer aux débats sociopolitiques citoyens. Tu sais. Au Québec, souvent, les débats politiques se tiennent à peu près uniquement au sein des partis politiques. Or, la Société nationale trouve qu'il est intéressant de créer des espaces de débat citoyens bien sûr en lien avec les partis politiques, mais quand même indépendants. Vous nous avez permis de tenir un tel espace. André, je tiens à vous remercier. Et il y avait dans le clavardage, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais je pense que c'est Diane Attendez, non, c'est parce que c'est bon quand même. Oui, c'est Diane Boivin d'Offord qui réclame à nouveau une conférence de votre part, André, cette fois-ci sur la Constitution du Québec en tant que telle. Alors, j'ai comme l'impression qu'on va se reparler sous peu. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé nos échanges et je serai certainement disponible à l'avenir.
Extraordinaire. Ben, encore une fois, merci André, merci à vous tous et toutes qui avez pris la peine de participer à cette rencontre. Et ben, vous pouvez compter sur nous pour vous concocter d'autres activités qui vous intéresseront, comme celle de cet après-midi. Alors, au revoir à tous. Bravo, merci. Bye bye, merci à vous, au revoir. Oui, hein? OK.